Claude Guéant, le rapport de l'inspection générale de la police que vous évoquez pointe des défaillances objectives des services de police. Et ce matin, vous continuez à dire qu'il n'y a eu aucune erreur, aucun manquement. Non, mais je vous demande lesquelles, justement. Vous voyez, on dit qu'il y a des défaillances objectives. Je reconnais qu'il y a eu une défaillance pendant l'intervention. C'est lorsque Meyrat est sorti de son domicile pour aller téléphoner, déjouant, en passant, semble-t-il, par les sous-sols de l'immeuble qu'il connaissait bien, puisqu'il habitait, la surveillance de la police. Bon, mais ça, mis à part, les services ont surveillé Meyrat. Les nombreux policiers en planque devant son immeuble ne l'avaient pas vu sortir. Ils ne le verront pas non plus rentrer chez lui. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions demeurent sur le tour de passe-passe de Meyrat. Comment l'homme le plus recherché de France a-t-il pu échapper à la vigilance de la police pendant près de 6 heures? Est-ce que vous savez comment Meyrat a réussi à échapper à la surveillance des policiers? Non, très honnêtement, c'est un point qui pour moi est resté complètement nébuleux. Il y a effectivement une suspicion de sortie de son appartement. Je n'ai jamais eu d'explication là-dessus. Il y a eu quelques erreurs probablement. Je ne sais pas. Absolument pas. Non, je ne sais pas. Ça n'est pas remonté jusqu'à vous. Pour tenter de comprendre, nous nous rendons un an plus tard dans la résidence rue du Sergent Vigné, où vivait Mohamed Meyrat. Monsieur et Madame Lopez étaient déjà les gardiens de la résidence à l'époque des faits. Eux non plus ne comprennent toujours pas comment les nombreux policiers présents sur place ont raté Meyrat ce soir-là. C'est quoi ici? L'appartement de Mohamed Meyrat. Où se sont déroulés les assauts. Par où c'est passé alors? On pense qu'il serait passé par là. Pour la gardienne, c'est une évidence. Mohamed Meyrat est tout simplement passé par le sous-sol. C'est par un garage à vélo. Le garage à vélo, dont la sortie donne sur l'arrière du bâtiment. En sortant de son appartement, le jeune homme sur ses gardes n'aurait donc pas emprunté la sortie principale, à l'avant de l'immeuble, celle que surveillaient les policiers et qu'il filmait en continu. Il est sorti donc par là. Pourquoi ils l'ont pas vu? Est-ce qu'ils voulaient le voir? Est-ce qu'ils voulaient pas le voir? Qu'est-ce qu'ils avaient projeté au moment? Est-ce qu'ils étaient là derrière? Moi je sais pas, moi je serais à leur place. Quand je vais devant une entrée pour surveiller quelqu'un, je fais d'abord une approche de tout l'immeuble pour voir quelles sont les sorties. Ils étaient quand même un paquet. Alors même si c'était 10 devant et 10 derrière, le gars il sortait pas. C'est pas possible. Il faut pas sortir ailleurs que par l'entrée principale. Non, mais par là, il pouvait. Si l'immeuble était cerné, il pouvait pas sortir. Cette grande porte blanche serait donc la sortie empruntée par Meyrat ce soir-là. Passé cette porte, le parcours est à découvert et il n'y a pas foule dans ces rues très larges. Un homme seul ne peut pas passer inaperçu. Apparemment, il y a eu une faille dans le dispositif de surveillance. C'est vachement polémique ça, en ce moment-là. Apparemment, il serait passé par un endroit derrière qui n'était pas surveillé, quoi. Alors pourquoi cet incroyable raté? Le patron du renseignement toulousain n'a pas souhaité nous fournir d'explications. Hier, on apprend, enfin moi j'apprends, que les policiers ne le voient ni sortir de son immeuble qu'ils contrôlent. C'était la fameuse nuit ou une des nuits où vous étiez là, vous-même, responsable. Et on ne le voit pas entrer, toujours par les portes de service qui n'ont pas été contrôlées. Et il peut être resté dehors 6 ans, il pouvait ou tuer, ou se suicider, ou s'évader. Comment est-ce possible? Ça, c'est vrai que dans cette affaire, je ne m'explique toujours pas pour ma part
sauf par déduction, comme les journalistes le font, cette absence, cette possibilité qu'il a eue, c'est une faille dans le dispositif que nous avons mis en place. Oui, je l'ai toujours reconnu. Il est sorti plusieurs heures sans consentement. Alors, à la décharge des services, je voudrais dire que leur objectif, c'était de mettre en place une surveillance sans se faire repérer, ce qui est un petit peu contradictoire. Oui, et l'opinion a du mal à comprendre pourquoi, Claude Méran, il n'a pas été récupéré. Oui. Pendant ces quelques heures, il y avait toute la hiérarchie de la police française qui est sur place. Alors vous citez Christian Lotion, le patron de la PJ, dont vous louez le travail, l'instinct et l'efficacité, le patron de la DCRI, Bernard Squarcini, celui du RAID, Amaury de Haute-Cloque. Il y a toute les crèmes de la police française. Crème de la crème. Et malgré tout, page 122, vous nous dites que Merat a pu sortir de chez lui pendant que tout le monde était là pour passer un coup de fil et qu'il est rentré tranquillement. Ça a dû gueuler, pardon, après. Non, comment c'est possible, ça ? Vous savez, les filatures, les surveillances sont des opérations humaines, terriblement humaines, trop humaines sans doute, avec des failles, des défaillances. Et Merat, c'est la seule d'ailleurs erreur dans cette affaire, qui est, je le dis, qui est considérable, qui aurait pu être catastrophique et qui ne l'a pas été. Il faut le dire, c'est un succès pour la police française. Ça ne se dit pas, ça ne se sait pas, et c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin et l'envie de m'exprimer et de témoigner. Et vous exprimez dans ce livre, Hugues Moutou, 168 heures chrono, la traque de Mohamed Merat. Éric Pelletier. Oui, ma deuxième question, on a beaucoup écrit sur les erreurs, les lenteurs, les conditions dans lesquelles Merat a été identifié puis interpellé, mais ma question va porter sur un autre élément. À ce moment-là, c'est-à-dire juste avant l'assaut, Merat est cerné dans son appartement et on attend l'intervention du RAID. Pour moi, il y a un mystère et c'est l'erreur majeure de cette affaire, c'est comment Mohamed Merat a-t-il pu s'extraire de ce dispositif policier très lourd, avec un double rideau de surveillance, et plus que ça, rentrer dans un deuxième temps, en plein milieu de la nuit, avant l'intervention du RAID, sans que aucune force de l'ordre ne s'aperçoive de cette disparition. Et entre-temps, précisons, il est allé dans une cabine téléphonique, il a appelé des chaînes de télévision pour revendiquer la paternité des événements. Et c'est d'ailleurs Mohamed Merat qui lui-même va apprendre aux forces de l'ordre qu'il a pu s'extraire de cet appartement. Ouais. Alors, avant de répondre, moi je tiens à dire que l'affaire Merat est un grand succès pour la police française. Un grand succès parce que l'affaire commence le 15 et que nous l'avons identifié le 20. Et qu'entre le 15 et le 20, il y a 2 jours de week-end, samedi, dimanche. Quand on compare avec des affaires classiques de tueurs en série ou de terroristes, qui mettent plusieurs mois, parfois plusieurs années, là on s'aperçoit qu'en quelques jours, on a mobilisé des capacités humaines et techniques telles qu'on est arrivé à faire cet effort incroyable. Alors il y a eu une erreur dans cette affaire, une seule. Et je le dis en toute franchise. Effectivement, Mohamed Merat est sorti de chez lui. Alors, il a échappé à la surveillance technique et humaine qui était engagée autour de On a compris qu'il avait pris un escalier qui ne descendait pas que à la cave, mais qui donnait sur il est parti par derrière. À l'arrière de l'immeuble. Il faut comprendre que on sait très bien que c'est un client très très sensible, un tueur sans doute, possiblement. Et on prend des précautions pour que les hommes ne se fassent pas repérer. Et comme dans toute surveillance, dans toute filature, il y a une part d'erreur possible. Et là, très clairement, il y a eu une erreur, un manque de vigilance. Vous n'avez pas compris qu'il y avait une issue à l'arrière de l'immeuble. On n'a pas pu le vérifier parce que tout simplement, dans ce type d'affaires, on devient très vite parano et on ne sait pas qui est au courant de quoi. On ne sait pas si on a affaire à un réseau, à un groupe, à un individu isolé. Donc on ne prévient pas le gardien, on ne prévient pas le propriétaire, on n'a pas les plans de l'immeuble et on ne sait pas qu'il y a une sortie par derrière. Et il y a une sortie par derrière et il a un véhicule que personne ne connaît. Et il part avec ce véhicule et il part téléphoner. Effectivement. Oui. Donc ça, c'est vraiment l'erreur. Ça aurait pu être vraiment catastrophique s'il n'était pas revenu chez lui. Là, très clairement, on n'interpellait personne et on avait un tueur dans la nature. Là, Dieu merci, il revient chez lui et ça rend les choses plus difficiles pour le RAID dans la nuit du 20 au 21. Mais au bout du compte, finalement, on arrive à dépasser cette erreur. Satisfait, Éric Pelletier ? Oui, c'est un éclairage effectivement que je partage. Enfin, c'est une constatation. Il a pu sortir de chez lui et fort heureusement, c'est le miracle de ce dossier s'il y en a un. C'est qu'il se soit trouvé là au moment où les forces de police donnent l'assaut. Oui. Il est environ 22h quand le suspect numéro 1, Merat, quitte son domicile sans être inquiété parce qu'il part par cette porte de garage dont il a la clé. Que va-t-il faire ? Il va rendre visite à une de ses amies et lui demande si elle serait d'accord pour l'héberger dans les prochains jours
sentant peut-être que l'étau se resserre autour de lui. Il passe aussi aux Isards, voir quelques copains près de la poste, et sur le chemin du retour, il s'arrête dans une cabine téléphonique pour contacter une journaliste de France 24 et revendiquer les meurtres et des militaires et de l'école juive. Quand il retourne chez lui, vers 2h du matin, personne n'a rien vu. Ça, c'est un peu bizarre. À Issy-les-Moulineaux, au siège de France 24, cet appel n'est d'abord pas pris au sérieux. Mais très vite, Mohamed Merah donne des détails sur les crimes. Il explique aussi son mobile, venger ses frères tués en Afghanistan par des militaires français. Ce soir-là, il dépose également chez son ami un testament et les vidéos de ses meurtres. À son retour à son domicile, il repasse par le garage sans attirer l'attention des policiers. Une faille dans le système de surveillance qui aurait pu avoir des conséquences terribles si le tueur était de nouveau passé à l'acte. C'est effectivement quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. C'est extravagant. Qui tient à quand même des considérations techniques, si vous voulez. 2 types de considérations techniques. C'est que la surveillance était serrée, mais en même temps, elle ne pouvait pas être visible. Bon, donc vous savez, c'est difficile de concilier les inconciliables. Deuxièmement, les effectifs de surveillance faisaient la surveillance du périmètre, mais ils n'avaient pas de connaissance de l'intérieur de l'immeuble. Et selon ce qui a été reconstitué, il est passé effectivement par un sous-sol qui n'était pas surveillé. Vous n'aviez pas de plan, vous n'aviez rien concernant cet immeuble pour voir les sorties possibles? À ma connaissance, non.